la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Bienvenue à la commission parlementaire. Merci. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà quelque peu les règles. Vous avez un temps maximal de 15 minutes pour présenter votre mémoire de la façon que vous jugez à propos. Naturellement, pour le bénéfice du journal des débats, étant donné que vous êtes plus d'un, je vous demanderai tout d'abord de vous identifier et de prendre la parole immédiatement pour la présentation de votre mémoire. La parole est à vous. Merci, M. le Président, Messieurs et Mesdames les députés. Mon nom est Carl Châteauvert, directeur général. Moi, mon nom, c'est François Roy. Je suis président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Je vais commencer tout de suite. Alors, comme le disait le président de cette commission, M. Bernard Brodeur, lors de la conférence de presse annonçant la tenue de cette consultation, ici, au Québec, notre principal patrimoine architectural est le patrimoine religieux. Et c'est pourquoi nous sommes heureux, comme M. André Boulris, qu'une commission de la culture se soit donné un mandat d'initiative à la fois aussi vaste et aussi exaltant et aussi percutant en termes de préoccupation de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Depuis sa fondation, le 20 juin 1842, par le docteur Pierre-Martial Bardy, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec a non seulement contribué à la défense, mais aussi à la construction de notre patrimoine national. En ce qui concerne le patrimoine religieux, elle a d'ailleurs cru bon d'inclure dans ses règlements généraux, au chapitre des orientations de la Société, que l'Église catholique fait partie du patrimoine spirituel, culturel, artistique et intellectuel du Québec. De plus, lors de son dernier congrès général annuel qui s'est tenu le 23 octobre 2004 au domaine Mézeray, la Société s'est penchée sur la question de la conservation de notre patrimoine religieux et a invité M. Luc Noppen, professeur à l'Université du Québec à Montréal, afin de nous en présenter la problématique. Nous voudrions donc soumettre à la Commission le point de vue de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec en ce qui concerne les critères de conservation, les usages, les moyens de conservation des biens religieux, immobiliers et immatériels. Critères de conservation. En fait, juste pour dire, généralement, nous tentions de répondre aux questions posées dans le document de consultation, c'est ça, publié par la Commission. Alors, critères de conservation, l'âge, la valeur artistique et architecturale, l'importance historique et commémorative, l'intégration du bâtiment dans la trame urbaine, tous ces critères nous semblent valables et égaux. Il nous est impossible de déterminer une quelconque hiérarchisation de ces critères. En effet, comment peut-on dire que l'histoire reliée à une église prévaut sur l'architecture d'une autre? Comment peut-on dire que l'église Saint-Charles-Borromée, intégrée à l'arrondissement historique du Trait-Carré de Charlesbourg, prévaut ou non sur une église plus ancienne? Il nous semble donc que le choix des édifices à conserver ne peut être fait qu'au cas par cas, ou du moins en considérant la globalité de tous ces critères. Malgré tout, parmi les critères exposés dans le document de consultation de la Commission, il nous paraît important de souligner ceux relatifs à la valeur communautaire et historique. En effet, la population d'un quartier ou d'un village s'identifie à son église qui a été le lieu des événements heureux et malheureux qui ont ponctué sa vie et celle de ses ancêtres. Cette église est aussi un lieu de rassemblement important en dehors de l'exercice du culte. Le fait donc qu'une église soit utilisée pour le culte ou pour tout autre usage est un critère essentiel, d'autant plus si elle est la dernière église du quartier ou du village. Quoi qu'il en soit, il est impératif de consulter tous les citoyens, pratiquants ou non, afin de déterminer le sort de nos églises et autres bâtiments religieux. Usage. Il est difficile de choisir et classer les critères de conservation, mais il est tout aussi épineux de déterminer les nouveaux usages pour les bâtiments, comme les églises, qui ont une architecture bien particulière entièrement vouée au culte. Certaines conversions en condominium ont donné des résultats plutôt décevants en ce qui a trait à l'équilibre architectural. C'est donc une voie pour nous à éviter. Nous recommandons tout particulièrement l'usage relié à la culture, notamment les arts plastiques, la musique, la danse et le théâtre, ateliers, salles de cours, galeries et expositions, studios d'enregistrement, salles multimédia, etc. Certains établissements, entre autres les presbytères et les couvents, pourraient servir aux différents organismes communautaires en recherche de locaux. Une église dans la capitale nationale ou plusieurs églises dans différentes grandes villes du Québec pourraient être achetées par le gouvernement du Québec afin de devenir des lieux de cérémonie civique. Une église du centre-ville de Québec, considérée comme excédentaire, pourrait ainsi servir de panthéon dans lequel seraient ensevelis nos grands personnages historiques, politiques, artistiques ou scientifiques.
Le meilleur usage pour une Église reste cependant la pratique du culte, surtout si l'on désire conserver le patrimoine immatériel relié au culte et aux traditions religieuses, ainsi que le suggérait la Commission. C'est pourquoi le gouvernement, et en particulier les autorités religieuses, ne devraient pas seulement se soucier des lieux de culte désaffectés, mais aussi de ceux encore actifs et favoriser la possibilité d'une meilleure éducation religieuse, seule capable de maintenir l'assistance aux différents rites. La société remarque que l'on peut diviser le problème des moyens de conservation en deux catégories, celle des églises patrimoniales que les confessions religieuses souhaitent conserver et celle des églises excédentaires. Il nous semble que ces deux cas appellent des types d'interventions différents. Pour les églises que les confessions religieuses souhaitent conserver, les fonds disponibles actuellement pour la conservation du patrimoine religieux sont insuffisants d'une part et surtout n'assurent pas une source stable et prévisible de financement. Il est donc nécessaire de trouver des sources supplémentaires de financement, tant auprès des divers ordres de gouvernement que des particuliers et compagnies. À titre d'exemple, un certain pourcentage des profits accumulés par l'Auto-Québec ou une autre société d'État pourrait servir notamment à cette fin. De plus, il faudrait que le programme d'assistance à la Fondation du patrimoine religieux soit structuré de façon à fournir une source prévisible et pérenne de financement pour le long terme. Pour les églises excédentaires, la Société recommande la création d'une fiducie qui prendra en charge tous les bâtiments jugés excédentaires. La dite fiducie verrait en fonction des critères retenus à déterminer si tel ou tel bâtiment serait conservé ou démoli et préciserait le type d'usage suggéré pour les bâtiments conservés. Cette fiducie pourrait s'inspirer de la Churches Conservation Trust de Grande-Bretagne, financée à la fois par l'État, les différentes confessions religieuses, les municipalités et les entreprises privées. Les citoyens des paroisses concernées devraient être consultés par la fiducie lors du processus décisionnel, soit désacralisation, nouvelles utilisations ou même, éventuellement, peut-être même, malheureusement, démolition. Objets d'art et autres biens immeubles. Outre le patrimoine bâti, nous devons nous préoccuper du patrimoine meuble, que l'on parle des œuvres d'art, des vêtements sacerdotaux et des divers objets liés au culte. Bien entendu, certains de ces objets se retrouveront dans d'autres églises et des musées. Cette solution est toutefois limitée. Cependant, si ces biens doivent être vendus à des particuliers, la Société croit qu'ils ne devraient pas quitter le Québec. Le gouvernement du Québec détient déjà, de par la loi sur les biens culturels, un droit de préemption sur tout bien culturel reconnu. Toutefois, les inventaires des différentes paroisses et autres communautés religieuses peuvent être incomplets et un lot appréciable de biens précieux peut échapper à la collectivité. Nous recommandons donc au gouvernement du Québec de fournir une aide aux paroisses et aux communautés religieuses afin de les aider à établir des inventaires précis de leurs biens. Ici, communauté religieuse peut être pris aussi dans le sens de toutes les confessions religieuses, là, ici. Cela pourrait d'ailleurs donner quelques emplois permanents ou d'été à des étudiants qui étudient dans les domaines concernés. Nous avons déjà parlé du patrimoine immatériel dans les points antérieurs. Nous souhaitons élargir cependant le débat sur les toponymes et autres symboles qui font aussi pour nous partie d'un patrimoine à protéger. Les noms de rues, d'écoles et autres institutions comme les caisses populaires possèdent souvent des noms hagiographiques qui sont systématiquement éliminés au profit d'une dénomination plus profane, par exemple le collège Jean-Eudes à Montréal au lieu de collège Saint-Jean-Eudes, par exemple. Nous ne comprenons pas non plus comment certaines instances gouvernementales et municipales hésitent à souhaiter un joyeux Noël à leurs concitoyens et préfèrent le terme plus neutre de joyeuses fêtes et de fêtes hivernales. Cela semble plutôt trivial, mais quand même, ça donne une idée de l'orientation que les gouvernants veulent prendre à ce niveau-là. Alors, si la Commission est sérieuse dans son désir de conserver le patrimoine immatériel, elle devrait recommander l'usage des termes propres aux fêtes concernées dans le respect des différentes traditions religieuses, soit Joyeux Noël, soit Joyeuse Hanouka ou Bonne Année. La disparition de symboles religieux sur certains éléments d'architecture lors de travaux de restauration pose aussi problème. Enfin, il serait important de procéder à des études de type ethnomusicologique en ce qui concerne la pratique du chant anciennement dans les lieux de culte des diverses confessions religieuses. Il faudrait notamment recueillir auprès des chanteurs plus âgés les manières de faire qui seraient différentes de celles d'aujourd'hui. Pensons ici, par exemple, à la façon d'interpréter le chant grégorien qui fut jusqu'à une époque pas si éloignée, imprégnée de prononciations et d'interprétations d'influences gallicanes qui s'éloignaient sensiblement de celles pratiquées en certains pays d'Europe à la même époque. J'aurais été heureux de vous informer davantage sur ce sujet-là, mais malheureusement, un de mes confrères qui se connaît davantage, qui aurait pu vous en parler davantage, ne pouvait pas être présent aujourd'hui.
Alors, en guise de conclusion, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec recommande que soit considéré en priorité le caractère communautaire et historique des lieux de culte dans les critères de conservation, que ces bâtiments excédentaires soient destinés à des usages culturels, communautaires et civiques, que soit créée une fiducie sur le modèle de la Churches Conservation Trust de Grande-Bretagne afin de gérer les églises et autres bâtiments considérés comme excédentaires par les différentes confessions religieuses, qu'une assistance soit fournie aux diverses communautés pour la mise sur pied d'un inventaire détaillé de leurs biens meubles, que soit abordée de front la problématique de la sauvegarde des symboles religieux, toponymiques et architecturaux, que la pratique religieuse soit considérée comme la meilleure méthode, encore, pour conserver le sens du patrimoine religieux pour les générations futures, mais évidemment, ceci s'adresse davantage aux communautés religieuses en tant que telles, plutôt qu'au gouvernement, il faut bien le dire. Alors, nous voudrions enfin remercier les membres de la Commission de la culture pour avoir bien voulu prendre en considération nos préoccupations et recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre mémoire fort intéressant. J'ai une courte question avant de passer la parole à la députée de Bellechasse. Vous avez mentionné que les bâtiments excédentaires devraient être principalement destinés aux usages culturels ou communautaires. On sait que dans les prochaines années, c'est beaucoup d'églises, entre autres, qui peut-être fermeront. Plusieurs nous ont dit qu'il sera difficile de convertir toutes ces églises-là à usage culturel ou communautaire. Souvent, dans des grandes villes, on ne pourra pas construire, aménager, ou plutôt aménager 5 ou 6 bibliothèques ou des centres d'art. Est-ce que vous ouvrez également la porte à un autre type de transformation? Devrait-on avoir 2 types de classement? J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus parce que vous avez spécifié que vous vouliez que ça soit transformé en bâtiments culturels. Est-ce possible au Québec de faire tous des bâtiments culturels avec le nombre d'églises et de monuments religieux que nous avons? Bon, quand nous avons fait notre mémoire, nous avons pris tout de suite comme un acquis que, effectivement, toutes les églises ne pourront pas être sauvées. Donc, évidemment, ça ne concerne que ces quelques églises qui pourront être sauvées, malheureusement, ou heureusement, tout dépendant de la façon dont on voit les choses. C'est bien entendu que ça ne pourra pas toutes devenir des musées, c'est bien sûr, mais notamment au niveau, on parle de culturel, mais on parle aussi au niveau non seulement de galeries d'art, des choses de ce genre-là, mais aussi des écoles, comme il y a eu l'école de cirque avec l'église Saint-Esprit à Limoilou. Bien, il pourrait y avoir des écoles de danse ou des écoles, des studios de pratique pour enseigner différentes formes d'art. Ça pourrait être la peinture, ça pourrait être n'importe quoi. C'est sûr que ça ne pourra pas être la seule chose. Il y aurait aussi peut-être des utilisations qui pourraient être multiples de ces églises-là. Pour envisager, dans certains cas, une certaine rentabilité de l'Église pour la transformer. On pourrait peut-être citer un exemple, l'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, qui est située dans le quartier Saint-Roch. On a aménagé, il y a quelques années, sous les jubés, des espaces locatifs. Il y a la Fondation Saint-Roch, qui a son quartier général, ces bureaux-là. Il y a une école de danse aussi. Bon, il y a l'UNICEF aussi qui est devenu locataire aussi à l'église Jacques-Cartier dans l'ancienne chapelle des mariages. Alors, c'est un exemple. Le centre de l'église est resté réservé pour le culte, mais il y a quand même des espaces à l'intérieur de l'église même qui ont été transformés en espaces locatifs, en espaces bureaux, ce qui permet d'apporter, disons, des revenus supplémentaires de location. Merci, Madame la députée de Pointe-aux-Trembles. Président, merci de votre mémoire. Merci, messieurs. Dans une de vos recommandations, j'accroche un peu sur la dernière. Parce que bon, on a des discussions sur la fiducie, évidemment, sur l'assistance, l'accompagnement des gens qui veulent conserver leur église, bon, sur les bâtiments excédentaires. Je pense qu'on a eu plusieurs mémoires qui aussi vont dans le même sens que vous apportez. Mais la 6e, que la pratique religieuse soit considérée comme la meilleure méthode pour conserver le sens du patrimoine religieux pour les générations futures. Vous voulez l'expliquer un petit peu plus?
Un patrimoine, généralement, on le considère comme tel parce que ça signifie quelque chose pour la population du territoire sur lequel ce patrimoine-là se trouve. Si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans une église ou ce que signifie le culte, qui est la principale raison d'être d'une église, évidemment, le sens de ce patrimoine-là et la valeur, donc, qui va être attachée à ce lieu-là va diminuer avec le temps. On ne parle pas seulement au niveau dans ce cas-ci, des bâtiments ou de ce qui est matériel, mais en particulier de ce qui est immatériel. Pour nous, il nous semblait, en tout cas, dans ce qui était indiqué, que les pratiques immatérielles qui ont lieu dans les églises sont beaucoup liées au culte. Alors, si vous voulez effectivement conserver le patrimoine immatériel ou religieux pour que ce soit significatif, il faut encore déjà là qu'il y ait des gens qui pratiquent d'une certaine façon. Donc, évidemment, ce n'est pas le gouvernement qui peut s'occuper de ça directement, sauf que nous, dans le mémoire, on parle en particulier d'une certaine reconnaissance de l'enseignement religieux, peut-être aussi dans les écoles. Bien, peut-être pas dans les écoles, mais au moins, par exemple, on sait que l'enseignement religieux en tant que tel va être aboli prochainement, ou si ce n'est pas déjà fait, même dans les écoles du gouvernement, des écoles publiques, je veux dire, pour être remplacé par un enseignement plus culturel, disons. Évidemment, les différentes communautés religieuses, je veux dire, les différentes confessions devront transmettre leur savoir, leurs croyances d'une façon différente, probablement par des écoles du dimanche, comme ça se fait aux États-Unis ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on pensait, peut-être, si c'était au moins reconnu d'une façon comme un cours optionnel ou que ce soit crédité d'une façon ou d'une autre, ce serait peut-être une façon de conserver un certain patrimoine, en même temps que, malgré tout, ce qu'on peut en dire, la religion est quand même porteuse de valeurs qui peuvent être bénéfiques pour la société et aussi dans la vie en société. Je ne sais pas si mon confrère peut dire quelque chose de plus. Et dans le nouveau curriculum là, dans les écoles, c'est la culture des religions est là. Donc, je veux dire, on n'a pas enlevé complètement la religion nécessairement catholique. Là, elle fait partie aussi de tout l'ensemble de l'étude des religions au niveau secondaire. Mais il reste que c'est comment l'appliquer, parce que là, nous, à la Commission de la culture, on fait des recommandations, on va faire des recommandations. Donc, c'est quelque chose de difficilement applicable, d'améliorer la pratique religieuse. Là. Alors, vous vous adressez, dans le fond, un peu plus aux églises, parce que lorsqu'il y a actuellement fusion de paroisses et tout, il y a une église qui continue à être ouverte, ou quelques-unes, puis parfois il en ferme une. Celle-là, il y a peut-être plus de culte dans celle-là, mais dans une autre, c'est possible. C'est sûr qu'en fermant une église, on perd aussi autant la partie pastorale que la partie patrimoniale là, de ce que ça implique. Mais dans la Commission de la culture, c'est dur d'appliquer ce genre de recommandations-là. C'est qu'il y a une certaine... on a eu une conférence, nous, avec M. Luc Noppen, qui est un spécialiste de ces questions-là, et qu'il disait lui-même que quand il parlait, par exemple, à des jeunes, des jeunes qui s'intéressaient au patrimoine religieux, à ses étudiants, il y avait souvent une ignorance totale du contenu religieux. Il rentrait dans une église et il devait expliquer, c'est quoi une sacristie, c'est quoi un presbytère, c'est quoi un confessionnal. Il y a déjà vu des descriptions, par exemple, où on voyait le baptême du Christ et il y avait des jeunes qui n'avaient aucune notion de ce que ça pouvait représenter. Alors, il disait dans la description d'un tableau, on voit un homme qui verse de l'eau sur la tête d'un autre homme, etc. Mais c'est sûr que lui-même s'en plaignait. Il dit qu'il y a une forme d'ignorance là-dedans. Alors, la connaissance, dans le fond, du contenu religieux, c'est pas nécessairement non plus là, relié à la croyance d'une personne. On peut connaître les préceptes d'une religion sans nécessairement y adhérer. C'est dans ce sens-là que, je pense qu'il faut maintenir effectivement une certaine connaissance religieuse là, à l'intérieur de cours là, qui peuvent être là, qu'on pourrait peut-être dire de tendance ethnologique, si on veut, là. Mais je pense que c'est important, mais même les spécialistes s'en plaignent qu'il y a une forme d'ignorance à ce niveau-là, totale. Là. Il y a eu un manque de transmission. La transmission ne s'est pas faite. Et ça cause des problèmes quand on aborde la problématique de la sauvegarde du patrimoine religieux. Merci. Donc, on vous remercie énormément. Naturellement, cet après-midi, nous avons été compressés un petit peu dans le temps. Donc, on vous remercie d'avoir présenté un mémoire avec beaucoup de recommandations.
soyez certains que la commission, les membres de la commission en tiendront compte lors de leur rédaction de rapport. Donc, je vous remercie et je vais suspendre quelques instants le temps que l'Assemblée de la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec puisse s'installer.